Bonsoir à toutes et à tous. Je m'excuse, je sortais du boulot, j'ai pris un peu de retard. Monsieur le député, cher Alexis, non, c'est bon, ça ira. Monsieur le maire de Bagnolet, cher Tony, monsieur le maire de Montreuil, cher Patrice, cher Bagnoltais, chère Bagnoltaise, cher Montreuillois, chère Montreuilloise, avant toute chose, je veux vous adresser à toutes et à tous mes vœux les plus sincères, des vœux de joie, de bonheur, de santé, mais aussi et surtout des vœux de lutte victorieuse ici en France et partout dans le monde. Des luttes victorieuses parce que nous en avons plus que jamais besoin. Partout dans le monde, des peuples se lèvent. Je pense au peuple iranien, à la jeunesse iranienne, qui se bat avec un courage immense pour sa liberté, parfois au prix de sa vie. Depuis le début de cette mobilisation, des milliers de personnes ont été assassinées par un régime qui tente d'étouffer toute contestation. Des luttes victorieuses aussi parce qu'en France, la pauvreté atteint un niveau historique, la plus élevée depuis 30 ans. Parce que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres continue de se creuser. La proposition de loi sur la taxe Zuckman, même si elle n'a pas été adoptée, a permis de remettre au cœur du débat une question essentielle, celle du partage des richesses. Et une large majorité de Français y était favorable. Il y a là une source d'espoir. De lutte victorieuse, enfin, parce que lorsque la gauche mène des combats et qu'elle les gagne, elle change concrètement la vie des gens. À Montreuil, comme à Bagnolet, nous en faisons la démonstration chaque jour. Ici, la gauche agit concrètement. Pour le logement, avec un parc social important, nous avons un parc social qui est extrêmement important dans un contexte où 70% de la population en Île-de-France est éligible à un logement social, où des villes un peu partout en France, et notamment en Île-de-France, refusent de faire l'effort de construire pour accueillir des personnes qui sont dans le besoin, des personnes auxquelles les villes, et notamment je pense à la région parisienne, sans elles, sans ces populations-là, ces villes-là n'avanceraient pas. Donc c'est extrêmement important qu'on axe sur ce sujet-là et qu'on demande la construction de logements sociaux, même en dehors des villes comme Montreuil et Bagnolet qui font énormément d'efforts sur le sujet. À Montreuil et à Bagnolet, on agit également pour l'éducation, avec de nouvelles écoles et des investissements massifs, pour la santé avec des centres de santé municipaux, des mutuelles communales et un meilleur accès aux soins, et pour les transports, avec des batailles pour l'extension du métro et du tramway dans les quartiers populaires. À Montreuil, nous avons obtenu le prolongement de la ligne 11 du métro, et nous continuons la bataille pour le prolongement de la ligne 1 du métro au Grand Péché, et nous allons également avoir le prolongement du tramway. À Bagnolet, nous nous battons aussi pour le prolongement de la ligne 3 du métro. Oui, lorsque la gauche s'unit pour réussir, elle améliore concrètement la vie. Mais il reste tant de combats à mener pour nos libertés, pour la justice sociale, pour la justice écologique, car notre planète est en danger et notre existence l'est aussi. L'année 2025 a été la 3e année la plus chaude jamais enregistrée. Pour la paix également, car la guerre constitue une véritable épée de Damoclès. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump n'a fait qu'aggraver les tensions et les risques à l'échelle internationale. Face à ce constat, nous avons besoin d'une gauche responsable. Le danger de l'extrême droite est toujours là. Il n'a pas disparu. Je le dis avec gravité. Nous ne pouvons plus nous permettre des guerres fratricides. Les élections municipales seront déterminantes pour la suite, pour l'avenir du pays. Et je pense notamment à l'élection présidentielle de 2027. J'en appelle ici à la responsabilité de toutes et tous, notamment à Montreuil et à Bagnolet. Car la gauche ne sera jamais une alternative crédible à l'échelle nationale si elle mène des campagnes de diffamation contre des municipalités de gauche
qui agissent concrètement pour améliorer la vie des habitantes et des habitants. Face aux crises et aux dangers qui s'accumulent, notre responsabilité est claire, unir la gauche pour gouverner et transformer concrètement la vie des habitantes et des habitants. Je vous remercie. Eh bien, chers amis, je remercie Abi, efficace, qui a tout dit. Et sachez aussi que j'ai sous les pieds un tapis qui glisse un peu. Et que si vous me voyez disparaître pendant mon discours, ça n'est pas un tour de magie préparé, mais quelque chose que je subis. Bon, chers amis, chers toutes et tous, merci de votre présence nombreuse. Alors, je ne vais pas égrener, comme on dit, les titres et grades de chacun, mais il y a dans cette salle des responsables d'associations, présidents d'associations sportives, culturelles, que je salue. Je vous verrai tout à l'heure. Vous savez, vous connaissez l'exercice. Vous allez subir mon propos, puis après, autour d'un verre, nous prendrons le temps de la convivialité de la discussion. Mais merci à vous toutes et tous de Montreuil et Bagnolet qui font vivre ce tissu associatif si vivant. Il y a des responsables, je crois, cultuels dans la salle. Je les remercie aussi de leur présence. Il y a également des responsables syndicaux. Ils sont là, j'en ai vu, je les remercie également. Il y a des responsables culturels. Je vois Régis Ebet, alors je pense à toi Régis, qui est là, mais tu n'es sans doute pas le seul, tant la culture à Bagnolet et Montreuil sont des réalités vivantes, qui fait que vous êtes évidemment nombreux à fournir le maillage dynamique de nos belles villes. Il y a des responsables politiques, cette soirée évidemment est politique, de partis, alors je vais les citer surtout, allez, tel que ça me vient, n'y voyez aucune préférence, des responsables du Parti communiste français, de Montreuil et de Bagnolet, merci les amis de votre fidélité, merci de votre présence, des responsables du Parti socialiste, merci également d'être là, de Montreuil et de Bagnolet. Vous êtes des amis, des camarades et votre présence m'est chère. Des responsables écologistes qui sont si importants aussi dans nos villes. Je sais que ce soir, on m'a dit, il y a une assemblée générale des camarades écologistes de Montreuil, mais sans doute qu'il y en a parmi vous. Je pense à eux, des responsables du mouvement Génération. J'ai vu, je crois, Angéline, mais il y en a d'autres. Elle est en face de moi, j'ai pas mes lunettes, je t'embrasse. Et puis tous ceux qui sont là aussi, des copains de Montreuil de Génération, Luc Digalo. Les responsables du NPA aussi, ils sont là. François, je te salue. Et puis devant moi, évidemment, alors il y a les élus, merci d'être tous là, les élus municipaux de Montreuil et Bagnolet. Merci, chers amis, chers camarades, de venir. Nombreux, Abdelkrim, tu es là, et puis il y en a d'autres. Et puis il y a la présence qui me touche au premier rang du maire de Montreuil et du maire de Bagnolet, Patrice Bessac, Tony Di Martino. Votre présence m'honore, nous honore. Merci de prendre le temps de cette soirée. Et sachez que votre présence m'est chère, qu'elle est importante. Et je prends, comme il se doit, le fait que vous êtes là, toute la signification politique. Je voudrais commencer cette soirée, je vais essayer de ne pas être trop long. Ça va être un moment qui va osciller entre gravité et espoir. Et puis un mot, puisque j'ai évoqué la culture, permettez-moi, parce qu'il venait régulièrement à mes vœux, de quelqu'un qui m'était cher, quelqu'un qui a été cher à la vie culturelle de Montreuil, notamment pour ceux qui connaissent ce lieu qu'est la Parole errante, qui connaissaient le travail d'Armand Gatti. Je évoque là la mémoire de Jean-Jacques Ocard, qui s'est éteint il y a 2 jours à peine, à l'âge de 85 ans, qui venait donc à mes vœux, qui a tant de fois participé à la vie de Montreuil. Et je voudrais lui rendre hommage. Voilà, salut Jean-Jacques, où tu es. Sache que personnellement, je te remercie. Et je crois que la vie culturelle montreuilloise, évidemment, remercie, je ne sais pas si Alexis Lorca est là ou les responsables de la culture, mais il était une des grandes figures de notre vie, de notre ville. Et voilà, je ne voulais pas que son nom soit oublié. Voilà les amis, il s'agit de vœux. Oh, l'exercice est un peu convenu parfois. Des vœux de quoi? Des vœux évidemment de changement, mais c'est l'occasion de profiter de ce moment pour vous donner un peu mon analyse politique du moment, pour voir si vous la partagez ou pas, et vous dire dans quel état d'esprit j'agis, ou j'essaie d'agir. J'ai dit que c'est un moment heureux, ça le sera, mais je vais être honnête avec vous. Faire une telle réunion en janvier 2026, je dois vous exprimer aussi un grand moment d'inquiétude. D'abord, d'inquiétude sur le monde. Abi a dit des choses tout à fait justes. Nous sommes dans un moment où la menace de guerre mondiale n'est pas seulement un effet de tribune, mais potentiellement une réalité. Ça semble fou de le dire. Nous sommes dans un moment où le droit international, forgé si difficilement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, semble être régulièrement piétiné.
et que nous sommes dans le retour des puissances agressives, qui comprennent que pour défendre leurs propres intérêts, cela ne se passera plus dans une instance de l'ONU, mais par la force, et potentiellement par la guerre. C'est de cette manière dont elles entendent régler leurs propres difficultés, notamment leur capacité à s'assurer la main sur des richesses naturelles qui sont indispensables à leur modèle économique. C'est une logique de prédation sur des richesses naturelles indispensables. Et dans ce cadre-là, je le dis, les puissances ont bien compris que d'aucune manière, c'est par je ne sais trop quelle résolution dans une instance internationale qu'elles entendront défendre leurs droits ou leurs intérêts fondamentaux, mais ce sera par la confrontation directe. À l'occasion des vœux du maire de Montreuil, Patrice Bessac a rappelé combien, concernant par exemple, Patrice, tu me corrigeras si j'ai une sottise, mais le budget militaire des États-Unis d'Amérique représente 40% du budget mondial d'armement. À lui tout seul. Et avec ses alliés, il représente évidemment plus de la moitié des dépenses mondiales en matière d'armes militaires. Et vous le savez aussi, car vous êtes des femmes et des hommes éclairés, que les armes dont nous parlons sont d'une autre qualité, si vous me permettez le mot, que celles qui ont pu amener et utiliser à l'occasion de la Première et Seconde Guerre mondiale. Nous parlons désormais d'armes, parce qu'il s'agit d'armes nucléaires, qui sont en capacité d'éteindre finalement l'espèce humaine sur la planète. C'est ça les enjeux de la période. Et tout doit être compris non pas dans parfois une psychologisation du problème. Il est fou, il est démesuré, il est mégalomane. Les hommes dont je parle et que j'évoque le sont sans doute. Mais ce sont d'abord des puissances qui, en raison du modèle économique dont elles ont fait le choix, défendent leurs intérêts. Donc il s'agit de questions vitales, pas seulement de questions personnelles, de questions vitales pour les modèles économiques qu'elles défendent. Les États-Unis d'Amérique sont endettés aujourd'hui à hauteur de 38 000 milliards de dollars. 38 000 milliards de dollars. Et elles sont particulièrement dépendantes de la puissance économique qui la défie véritablement, la Chine. Il y a donc une confrontation nécessaire pour que les États-Unis d'Amérique gardent sa suprématie mondiale et la valeur de sa monnaie, le dollar, à ce qu'elle se confronte à un moment donné avec l'inexorable montée de la Chine. Cette affaire est très sérieuse et ne se réglera pas uniquement de manière légère comme on l'entend parfois. Dans ce moment particulier où j'évoque cette menace qui pèse sur le monde, il va de soi, et je crois le dire en votre nom à tous, que nous avons une pensée particulière envers le peuple palestinien, si durement frappé durant cette année. Je redonne des chiffres que vous connaissez, ils sont terribles. 70 000 personnes civiles ont perdu la vie à Gaza. 70 000, dont 18 000 enfants. 171 000 personnes ont été également blessées par ces bombardements terribles menés par ce gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. 80% des bâtiments ont été détruits à Gaza. Et depuis le cessez-le-feu que nous avons tous applaudi, si je puis dire, il y a encore au moins 100 enfants palestiniens qui ont été tués depuis ce cessez-le-feu. Il va de soi que je soutiens toutes les demandes de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Je soutiens, lorsque la France réclame à l'ONU qu'il y ait une solution à 2 États et la reconnaissance du peuple palestinien. Je m'oppose, évidemment, à ce que le processus de colonisation de la Cisjordanie continue. Fort modestement, comme vous, j'ai participé à beaucoup de manifestations, de rassemblements, et j'ai souhaité, cette année, participer à une délégation avec une association qui organise le jumelage depuis des années avec des communes, notamment dans les territoires occupés. C'était une délégation de parlementaires français. Mon ami François Ruffin devait y participer avec des maires de beaucoup de communes. Je ne sais pas si Yann Leroy est dans la salle, il était un des acteurs de cette association. Nous avions tout prévu, nous avions demandé le visa pour pouvoir nous rendre. Le visa nous avait été dans un premier temps accordé, les valises étaient prêtes. Et la veille du jour où nous devions partir, nous devions atterrir d'abord en Israël, puis après aller à Ramallah, le gouvernement israélien a refusé que nous puissions nous y rendre. Et les élus que nous étions, des élus, des maires, des députés, se sont vus interdire l'entrée sur le territoire israélien par le gouvernement israélien, qui a pondu un communiqué, peut-être avez-vous suivi cet épisode, qui a expliqué que s'il refusait l'entrée aux députés que je suis, à votre député, et les autres élus, c'est parce que, disait-il, le communiqué de l'ambassade d'Israël en France que nous étions dans un déplacement organisé par une organisation terroriste.
Voilà le niveau d'argumentation qui nous a été apporté. Et j'ai trouvé qu'à cette occasion, le gouvernement français est resté bien silencieux quand on refuse tout simplement que certains de ses parlementaires... Pardon, vous ai-je dit qu'il était prévu que, bien sûr, quand nous arrivions, nous allions voir l'ambassadeur de France en Israël et qu'il était prévu que nous le rencontrions. Voilà le niveau d'argumentation terrible, vous en jugerez, mais je connais votre opinion, qui nous a été opposé. Donc je n'ai pas pu faire ce déplacement et amener notamment, plusieurs d'entre vous m'en avaient donné, les instruments de musique que nous avions prévus d'apporter notamment à un conservatoire de musique à Ramallah qui, depuis des années, est lié à l'association qui organisait ce déplacement. Un mot, bien sûr, sur la guerre en Ukraine, dont nous souhaitons qu'elle puisse au plus vite s'arrêter. Nous dénonçons évidemment l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Là encore, bien sûr, il s'agit de soldats. Permettez, pardon, ça peut vous sembler léger, mais n'oubliez pas quand même les dimensions de cette guerre. D'ores et déjà, il y a eu au moins 140 000 soldats ukrainiens qui ont perdu la vie et sans doute 160 000 soldats russes, 300 000 soldats, 300 000. Et sans doute au moins 3 000, voire plus, civils ukrainiens qui ont perdu la vie. C'est une guerre aussi qui fait beaucoup, beaucoup de morts. J'évoque aussi la guerre au Yémen qui est là depuis 10 ans. 400 000 morts depuis le début de cette guerre au Yémen, qui parfois se fait... Et je le dénonce, et je l'ai déjà dénoncé à l'Assemblée nationale, avec du matériel militaire français, vendu notamment aux Émirats arabes unis. Un mot sur la guerre au Soudan. Plus de 150 000 morts, 12 millions de personnes déplacées dans le monde, etc., etc., etc. Quand je dis qu'il y a un danger de guerre mondiale, n'oublions pas que d'ores et déjà, la guerre est là, terrible, et fait énormément de victimes. Et je sais que vous êtes de ceux qui manifestent, que pouvons-nous faire d'autres, mais c'est important. Partout, quand l'occasion vous en est donnée, qui pétitionnez, qui font en sorte que notre gouvernement, la France, soit une voie de paix. Car j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Il y a des échéances importantes devant nous. Nous sommes des républicains. Nous pensons évidemment que la souveraineté nationale s'exprime à travers nos élus. Mais il y a un enjeu, bien sûr, à ce que celui ou celle qui sera élu la prochaine fois soit un facteur de paix dans ce monde extrêmement dangereux. Et j'ignore vos choix à l'occasion de cette prochaine élection. J'ai ma petite idée sur au moins la grande famille à laquelle ils se rattachent. Mais votez bien pour des femmes et des hommes qui s'engagent à ce que dans ce moment tout particulier de l'histoire de l'humanité, la France soit une puissance de paix qui fasse tout pour éviter qu'un conflit de dimension mondiale s'enclenche. Et quand je dis ça, je ne le dis pas comme un effet de tribune. Oui, la question, vous l'avez compris, c'est celle des ressources naturelles. Je vais essayer d'accélérer mon propos. Il y a une rationalité même dans les actes le plus fous. Quand Donald Trump va, avec la manière d'un cow-boy tel que vous l'avez vu, kidnapper le président du Venezuela, quel que soit ce qu'on en pense, que les choses soient claires. J'ai lu, comme vous, les communiqués de la centrale des travailleurs du Venezuela, qui n'est pas d'accord avec la manière dont le gouvernement Maduro traitait les travailleurs vénézuéliens. Mais toutefois, je n'accepte pas que Nicolás Maduro soit interpellé, si je puis dire, de la sorte, sous la base, en plus de prétextes totalement fous. Et quel est l'enjeu, évidemment? C'est le contrôle pour les États-Unis d'un des seconds gisements les plus importants de pétrole. Tout le monde l'aura compris, évidemment. De la même façon, quand il parle de Groenland, il y a sans doute un enjeu tout particulier de la possibilité, on l'a compris, on l'a découvert tous ces derniers jours, de passage d'un sous-marin nucléaire par le Groenland. Mais vous l'avez suivi, d'ores et déjà, il y a 17 bases militaires américaines au Groenland. Et quand Donald Trump veut mettre la main sur ce territoire, c'est aussi parce qu'il est extrêmement riche en richesse naturelle indispensable aujourd'hui, en particulier à la nouvelle évolution de l'industrie. Donc ce sont des enjeux fondamentaux, je le répète, qui ne sont pas dus à l'irrationalité de tel ou tel personnage, mais qui répondent à des logiques marchandes. Donc il y a un lien, quand on veut faire la paix, avec le modèle économique que l'on défend. Et c'est la transition avec ce que je voulais vous dire. Il y a un lien avec ce que je veux dire. C'est un monde profondément inégalitaire, à une dimension jamais vue. Un rapport très récent de l'ONG, dont je salue les travaux, Oxfam, allez sur le site pour le lire, il est sorti il y a 3 jours, nous dit que la fortune des milliardaires dans le monde a augmenté 3 fois plus vite l'année dernière que ces 5 dernières années. Peut-être que ce que je vous dis là
mérite d'être précisé. Je vais vous le dire pour la France, pour que vous compreniez, parce que ce phénomène d'accumulation de richesses entre les mains de quelques-uns et de pauvreté pour d'autres concerne l'ensemble de la planète, mais tout particulièrement notre pays, la France. En France, Oxfam considère qu'il y a aujourd'hui 53 milliardaires, 53, on est plus de 200, donc c'est un quart de la salle, qui possèdent à eux tout seuls l'équivalent de la fortune de 32 millions de Français. La moitié de la population possède autant que 53 personnes. Ça, c'est la France, le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui. En 1996, la fortune des 500 personnes les plus riches du pays représentait 6% du PIB, du produit intérieur brut, en 1996. En 2017, et c'était déjà énorme, ces 500 personnes possédaient 20% du PIB. Aujourd'hui, après, on en a combien ? 9 ans d'Emmanuel Macron, 44% du PIB de la France. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron et sa promesse, vous vous souvenez, de révolution, c'était le titre de son livre, la fortune des milliardaires a doublé. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire ? Et il y a évidemment ce personnage très particulier qui a vu sa fortune multipliée par 6 en 10 ans, Bernard Arnault. Alors un mot sur Bernard Arnault pour que vous compreniez bien, et peut-être dans des discussions et des repas familiaux, de quoi on parle quand on parle de la fortune de Bernard Arnault. Je suis prof d'histoire, je vais faire, un peu le pédant pendant quelques instants. Nous sommes des cousins d'Homo sapiens. Vous êtes des sapiens, c'est même en réalité, des sapiens sapiens. Le sapiens apparaît il y a 300 000 ans. 300 000 ans. L'homme qui pense, qui commence à avoir une représentation abstraite du monde. Mais avant lui, il y a Homo habilis. Évidemment, Homo habilis n'a pas encore l'intelligence de sapiens. Homo habilis, pour la première fois, c'est un humanidé, si je puis dire, qui va utiliser des outils, en vérité des cailloux légèrement aiguisés avec lesquels il va frapper. Homo habilis. Homo habilis, il apparaît il y a 2,8 millions d'années. Vous dites, sur quoi il nous embarque là ? Eh bien, cet Homo habilis qui commence à taper, qui travaille, allez, imaginons qu'on va le payer pour faire ça, pour frapper. On va lui donner tous les mois le SMIC. Il y a 2,8 millions d'années quand il apparaît, Homo habilis. Et pendant 2,8 millions d'années, tous les mois, il va percevoir son salaire et il ne va pas y toucher. Il va le mettre à la banque. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous raconter ? Donc imaginons quelqu'un, pour ça, il faut remonter avant même ce qu'est véritablement ce que nous sommes. Il y a 2,8 millions d'années. Quelqu'un qui se met à travailler tous les mois, qui perçoit le SMIC et qui ne touche pas. Eh bien, toute cette fortune que Homo habilis aurait accumulée sur son compte en banque, Monsieur Habilis, l'habile, équivaudrait au final, après 2,8 millions d'années, à seulement 30% de la fortune de Bernard Arnault. Voilà ce dont nous parlons quand nous parlons d'inégalité, de quelque chose qui, je ne sais pas si j'ai réussi mon effet, est totalement vertigineux. Incroyable. Un homme possède autant que 3 fois plus, en fait, il faut remonter à 9,3 millions d'années. Il faudrait trouver une espèce en capacité de travailler il y a 9,3 millions d'années, et qui depuis 9,3 millions d'années taperait sur je sais trop quoi, d'étant payé tous les mois. Et lui, il arriverait à avoir la même fortune que Bernard Arnault a accumulé en je ne sais trop combien de décennies. Tout ça n'est pas acceptable d'un point de vue économique, d'un point de vue moral. Faut-il rappeler que ce qui constitue notre pays, c'est d'abord des principes. Je disais que nous sommes un grand pays républicain, et notamment l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne sont dues qu'à l'utilité. L'utilité quoi ? Commune. Due à l'utilité commune. Les distinctions sociales ne sont dues qu'à l'utilité commune. Expliquez-moi d'où vient une utilité ou quelque chose qui vaudrait qu'un homme accumule autant de richesses. Il y a quelque chose qui va même dans cette inégalité à contrario de ce que nous sommes comme pays et qui ne va pas. Oui, nous sommes dans un moment de forte inégalité. Et au même moment qu'il se déroule cela, de ces fortunes accumulées,
Il y a aujourd'hui plus de 10 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il va de soi que de telles inégalités ont des conséquences écologiques. Un tel système de prédation ne peut être mis en place que par, je l'ai dit tout à l'heure, les captations de richesses naturelles, l'accumulation, tout développement économique qui ne recherche pas l'intérêt général, mais l'accumulation de richesses. Ceux qui sont les plus riches ont des modèles qui participent particulièrement à l'épuisement de la planète. On nous dit que les 1% les plus riches, à eux tout seuls, dérèglent plus le climat que 50% les plus pauvres. Le 10 janvier, les 1% les plus riches de la planète avaient déjà épuisé leur budget carbone, qui est nécessaire pour éviter le réchauffement climatique. Et Bernard Arnault, lui, avait déjà commencé, dès le 1er janvier, dès le premier jour de l'année, lui, il a épuisé la capacité théorique que nous avons à dégager du carbone pour ne pas réchauffer le climat. Allez, ce que je suis en train de vous dire, c'est cette prédation sur notre planète qui amène des choses plus sensibles pour ceux qui aiment le vivant dans toutes ses dimensions. C'est que depuis 1970, 70% des animaux vertébrés ont disparu à cause du réchauffement climatique dû à ce modèle économique, facteur d'inégalité. Donc, être écologiste, et je sais que c'est le cas des amis qui sont là, est nécessairement refuser ce modèle économique inégalitaire, dangereux et potentiellement destructeur de la planète elle-même. Voilà où nous en sommes, les amis. Un moment où faire de la politique, dans le sens noble du mot, c'est chercher à éviter tout cela. Chercher à éviter que l'affaire tourne mal, si vous me permettez l'expression. Et que nous ne nous retrouvions pas, dans les années très proches, dans un pays qui n'est plus le pays dans lequel nous sommes nés. C'est à l'aune de toutes ces inégalités que j'aimerais que vous compreniez le débat budgétaire qui vient d'avoir lieu. Il y a quelques heures, je vais aller à l'essentiel pour ce qui est de mon vote, c'est public, j'ai voté la censure du gouvernement Lecornu. J'ai voté la censure d'abord parce que je suis un parlementariste et que quiconque utilise le 49.3, qui est un élément de la Constitution, ce qui revient à piétiner le Parlement, pour moi le Parlement, c'est la représentation nationale, c'est l'expression de la souveraineté populaire. Et quiconque n'arrive pas à trouver de solution dans ce cadre-là et l'écrase, mérite selon moi d'être censuré. Mais c'est aussi parce que le budget, je vais en dire deux mots, je ne dis pas qu'il est le budget identique de ce qu'il y avait précédemment, mais continue à essayer de faire payer les difficultés, et notamment le fait que la dette ait été creusée aux plus modestes, et je ne peux pas soutenir cela. Et enfin, sur quoi je voudrais un peu développer, le débat sur le budget qui vient d'avoir lieu. Si par moment vous vous perdiez un peu, mais de quoi sont-ils en train de discuter ? C'est que précisément sur la base des chiffres que je vous ai donnés, la seule chose qu'il s'agit de mettre en place, c'est non pas de voir comment nous réduisons ça va le téléphone ? Pardon. Comment nous réduisons les dépenses publiques, ce qui est un terme un peu verbeux pour dire qu'en gros, on affaiblit les services publics. Les dépenses publiques, ce n'est pas du gaspillage, c'est de l'investissement. C'est est-ce qu'il faut des professeurs pour les écoles ? Je ne sais pas si Sabine Peusier ou notamment des enseignants qui sont dans la salle régulièrement mobilisés sont là. Ce n'est pas mettre moins de moyens pour l'hôpital. C'est voir comment, dans ce moment où on a à la fois à éviter que la dette se creuse, voire même renflouer les caisses de l'État, comment nous dégageons de nouvelles recettes. C'est ça l'enjeu. C'est l'enjeu sur les recettes. Qu'a fait Emmanuel Macron ? Comment ces gens ont notamment accumulé de telles richesses ? C'est aussi parce que l'aide publique qui est consacrée aux plus riches n'a cessé d'augmenter. Je ne vous ai pas donné le chiffre. Elle a explosé. Si vous voulez, je peux vous le retrouver parce qu'il est assez éloquent, mais vous en connaissez, vous l'avez déjà entendu. Les aides publiques, notamment pour les plus fortunés, n'ont cessé d'augmenter de manière vertigineuse. Et notamment, on a baissé significativement les impôts pour les plus riches, parce que, soi-disant, ça allait créer de la dynamique économique. Nous, les gens de gauche, nous étions regroupés dans la coalition de Nouveau Front Populaire, nous avons tous défendu la même idée à l'occasion du débat budgétaire. Il faut de nouvelles recettes. C'est le débat dont vous avez entendu parler sur la taxe Zucman. C'est Gabriel Zucman, l'économiste. Qu'est-ce qu'il dit, Zucman ? C'est un économiste, c'est pas le seul, mais qui dit qu'il y a un effet bizarre dans ce pays, c'est que l'impôt, normalement, il est progressif, plus vous êtes riche, vous payez, mais au top du top, tout en haut, là, les ultra-riches,
Ils ont toute une série de combines où ils échappent à l'impôt sur le revenu. Il y a 1800 personnes qui possèdent un patrimoine personnel supérieur à 100 millions d'euros. Eh bien, eux, il s'avère qu'en fait, ils ne paient pas d'impôt sur le revenu. Incroyable! À ce moment-là de la soirée, vous vous dites « Corbière, tu exagères !» Ça peut m'arriver. Mais vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière? Éric Lombard, vous vous en souvenez d'Éric Lombard? C'est le ministre des Finances de François Bayrou. Il a déclaré dans Libération que c'était vrai. Que finalement, c'était vrai, qu'il l'avait constaté. Et que les ultra-riches de ce pays échappent à l'impôt sur le revenu et que ce n'était pas normal. Quand nous avons défendu la taxe Zuckman, l'idée était simple de Gabriel Zuckman. Si on leur fait payer 2% de leur patrimoine, alors on peut faire rentrer dans les caisses de l'État l'équivalent de 20 milliards d'euros. Normalement, ça aurait pu intéresser toute une série de gens qui ne cessent de nous dire qu'il faut de la bonne gestion financière, qu'il faut arrêter de gaspiller, qu'il faut éviter que la France soit endettée. Ils n'ont pas voulu en entendre parler. Si quiconque dans ce pays ne veut pas avancer pour plus de justice fiscale, d'éviter que ce soit vous, les gens modestes, qui payez plus, ou qui vous retrouviez dans une situation de dégradation de l'outil concret qui existe de justice sociale en République, à savoir le service public. Parce que c'est des mots, tout ça, liberté, égalité, fraternité. Des mots magnifiques, au demeurant. Mais s'il n'y a pas l'école publique qui permet d'accueillir tous les enfants de la République, quelle que soit l'origine de leur famille, s'il n'y a pas l'hôpital public qui fait que, quand tu arrives en mauvaise santé, on ne te demande pas d'abord de donner ta carte bleue. L'hôpital public où on te prend en charge, où on ne te laisse pas sur des lits dans des couloirs, etc., etc. Je n'accepterai jamais, et je vous invite toujours à refuser qu'on dégrade les conditions de vie de l'ensemble de la population. Il faut donc aller vers de nouvelles recettes. Et Le Cornu a refusé de rentrer dans cette discussion, ou alors très peu, au bout. Il a maintenu, vous l'avez vu, il y aura 8 milliards de plus demandés aux grandes entreprises qui se sont mis à hurler, qui a été reconduit. Les mêmes entreprises qui se mettent à hurler, je le rappelle, l'année dernière, ont versé pour dividendes à leurs actionnaires 107 milliards. D'accord ? 107 milliards. Et quand on leur dit on va vous redemander 8 milliards, vous avez vu dans la presse, ils ont appelé eux à la spoliation. Donc c'est ce débat qui était important. Qu'est-ce que c'est qui a empêché qu'on puisse avancer sur la question des nouvelles recettes ? Bien sûr, Le Cornu, vous l'avez compris, n'était pas spécialement allant. Mais lui, à la limite, il avait une vertu ou un défaut, il veut rester en place. Donc peut-être que des pressions pouvaient avoir une certaine efficacité sur lui. Mais il y a une force politique à l'Assemblée nationale qui est intervenue pour qu'on ne touche pas aux plus riches, pour qu'on ne mette pas en place la taxe Zuckman, que l'on n'aille pas vers une taxation plus importante sur les grandes fortunes. Cette force, c'est le Rassemblement national. C'est l'extrême droite. Alors je sais qu'à Montreuil et Bagnolet, on n'a pas trop ce problème, si je puis me permettre l'expression. Mais faites passer le message. C'est pas priorité nationale, leur programme. C'est priorité patronale. Je les ai vus, si vous suivez le débat à l'Assemblée nationale. Ils ne veulent pas entendre parler du fait que les plus fortunés participent à la hauteur de ce qu'ils devraient, à la justice fiscale. Le Rassemblement national, de ce point de vue-là, joue son rôle, comme l'extrême droite l'a toujours joué dans les moments historiques, la grande ruse, le grand détournement de conversation. Celui qui permet de dire que dans ce pays, il n'y a pas des inégalités insolentes qui remettent en cause même le caractère républicain de notre pays, mais c'est lui qui dit « touchez pas aux plus riches, par contre, les étrangers, vous nous posez problème. Touchez pas à la fortune de Bernard Arnault, par contre, Malika et ton foulard sur la tête, c'est inacceptable. » C'est ce qui permet de dire, évidemment, on ne va pas toucher à ces 1800 personnes qui voient leur fortune augmenter, mais qui va considérer qu'il y a dans l'étranger, dans sa manière de parler, dans ses habitudes culturelles ou je ne sais trop quoi, un problème qui remettrait en cause notre identité. Vous savez, tous ces identitaires. Mais l'identité, je le répète, commune, c'est la justice entre nous. C'est l'égalité entre les citoyens. C'est ça notre identité. C'est pas je ne sais trop quelle histoire fumeuse de ce qu'on mange, de ce qu'on croit, de qui on aime ou la manière dont on s'habille. C'est ne rien comprendre à ce qu'est notre pays que de vouloir embarquer la discussion là-dessus. Ou au contraire, c'est trop comprendre que ce que j'ai décrit tout à l'heure fait monter une colère dans le pays. Mais le but de l'extrême droite, c'est détourner la colère. Et nous, les femmes et les hommes de gauche, on doit redonner sens à la colère. Face à ce moment très particulier, il va de soi. Et j'en dirai quelques mots. Les camarades avec qui nous sommes présentés, c'était pour moi une fierté que cette
coalition qui était le Nouveau Front Populaire n'ont pas voté exactement la même chose au final sur la censure ou pas. Je vous ai dit ce que j'ai fait. Mais je peux comprendre une chose, et je le dis pour que le message passe clairement, que face à une telle menace que représente l'extrême droite, et c'est un point, j'enchaîne un nouveau chapitre de ma démonstration. Dans ce moment très particulier, ayant les yeux ouverts, quand je dis que je suis inquiet sur l'état du monde, que je vous décris les inégalités, je sais aussi ce qu'il est sorti des urnes, notamment lors du dernier grand rendez-vous national de juin 2024. Nous sommes arrivés en tête parce que nous étions unis dans le cadre d'une coalition inédite, le Nouveau Front Populaire. Mais j'ai vu aussi le score qu'a réalisé le Rassemblement national. Et il a fallu qu'au second tour, il y ait parfois des choses surprenantes que j'applaudis qui se passent. C'est que parfois, des gens qui se reconnaissaient plus dans la politique d'Emmanuel Macron ont voté pour un candidat Nouveau Front Populaire et que parfois l'électorat Nouveau Front Populaire, peut-être vous, s'est dit « Allez, je vote quand même pour Macron parce que je ne veux pas de l'extrême droite. » Et ça a permis qu'il se passe ce qu'il s'est passé. Mais ayant les yeux grands ouverts, ça fait 2 fois à l'occasion des élections européennes que la liste Rassemblement National arrive en tête à près de 30%. Et vous l'avez vu que les mystères de notre vie politique a même généré quelque chose encore plus à droite, si je puis dire, que le Rassemblement National est encore plus à droite. Du moins, dans la même créneau, reconquête d'Éric Zemmour, qui fait qu'aujourd'hui, l'extrême droite réalise près de 40% à l'occasion des élections européennes. 40%. Et qu'on voit bien, en plus, non seulement ce climat de l'extrême droite, de quelle manière la droite, ces derniers mois en particulier, est en train de basculer complètement dans quelque chose qui est inédit. C'est qu'on avait une particularité dans notre pays. Moi, je suis un homme de gauche. Enfin, la droite, elle avait une silhouette un peu due à l'histoire un peu particulière. On appelait ça le gaullisme. Une droite sociale. Une droite qui, dans les grands moments de notre histoire nationale, s'était retrouvée finalement du bon côté. Alors, bien sûr, c'est un peu le grand récit national. Mais oui, le général de Gaulle a été un résistant. Oui, le général de Gaulle a refusé la collaboration. Oui, le général de Gaulle s'est opposé à l'extrême droite et à l'horreur de la politique de Vichy. De la même façon, oui, le général de Gaulle, quand les ultras d'Algérie voulaient continuer la colonisation, oui, il a mis en place, il a accepté l'indépendance, bien entendu, qui avait été aussi le fruit, après 130 ans de colonisation, d'un combat courageux par ceux qui la subissaient. Mais le général de Gaulle s'était notamment affronté, ou avait été la victime, de l'extrême droite armée, des ultras de l'OAS. Bref, c'était notre histoire. Et il y avait une droite qui n'acceptait pas la compromission avec l'extrême droite. Ce paysage politique a disparu, les amis. Aujourd'hui, celui qui est, est-ce que ce que je vais dire a du sens, l'héritier de la droite républicaine, qui s'appelle Retailleau, est en vérité un ressucé de Philippe de Villiers. Il en a d'ailleurs été un des cavaliers de son Puy du Fou. Et raconte quasiment la même chose que l'extrême droite. Et ils ont dit clairement, à l'occasion d'élections qui ont eu lieu, qu'au second tour, tout sauf la gauche. Et s'il y avait un second tour, gauche contre l'extrême droite, ils voteront pour l'extrême droite. Donc quand je dis qu'il faut avoir les yeux grands ouverts, c'est que c'est ça, le paysage politique qui est devant nous. Et je dis donc que dans ce cadre-là, si on est sérieux en politique, moi je n'ai peur de rien. S'il y a la censure, il y aura la censure. S'il y a de prochaines élections, il y aura de prochaines élections. Mais si on ne veut pas que ça finisse mal, il faut aussi créer les conditions, s'il y a de prochaines élections, que nous les remportions et que ce ne soient pas nos pires adversaires qui l'emportent. Donc la question de la stratégie n'est pas une question secondaire. Faire de la politique, vouloir changer le monde, je vais me permettre une formule, être révolutionnaire, c'est un peu penser aussi de quelle manière on aborde stratégiquement les choses. C'est pas répéter des trucs en disant « Allez, on y va !» dans n'importe quelle condition. Et le peuple tranchera. Ouais, d'accord, mais la dernière fois, je le répète pour ceux qui ne l'ont pas compris, s'il y a eu 191 députés du NFP, c'est parce qu'ils avaient l'étiquette NFP. Donc faites passer le message à ceux qui croient qu'ils sont élus uniquement parce qu'ils sont les plus radicaux, les plus forts, les plus... Ça ne s'est pas passé comme ça la dernière fois. Et si on n'avait pas été unis, il n'y en aurait pas 191, il y aurait peut-être au total seulement 80 députés. Donc, pardon de l'expression un peu triviale, j'ouvre les guillemets, faut pas déconner. Je suis un unitaire, je vous l'ai déjà dit. Parce que je pense qu'à cette nouvelle période que je viens de vous décrire correspond la nécessité d'une nouvelle stratégie.
Nouvelle stratégie qui finalement continue ce qu'on a fait depuis 2022, depuis le 24. Mais vous m'avez connu. Quand j'ai débarqué ici, j'étais pas tendre et j'avais l'idée qu'on était les plus forts. La famille politique que je représentais. L'unité, rien à foutre. Ça, c'était en 2017. Je le dis. Je ne suis plus sur cette ligne politique. Parce que je veux être honnête avec vous. Marine Le Pen, ça fait 2 fois qu'elle est au second tour. Et elle a progressé entre 2017 et 2022 dans des telles conditions où si elle reprogressait mécaniquement de la même manière, elle va faire plus de 50% des voix la prochaine fois. Elle ou son remplaçant, Jordan. Quel est donc le problème de la période ? 3 choses. Et je vais essayer de faire un jeu de sonorité. Une droite décomposée, idéologiquement, organiquement. Et dans le mot droite, je mets le macronisme et ce qui se réclame de la droite. Une droite décomposée. Une extrême droite dissimulée, car c'est aussi ça le problème. Une extrême droite qui en fait très peu, qui s'adresse en quelque sorte à son électorat en disant « je dis pas, mais vous savez ce que je pense ». Une espèce de tiktokisation de l'extrême droite. Ah, Jordan, il a un col roulé magnifique, il est souriant. C'est pas trop ce qu'il pense, mais on voit bien que c'est notre problème de la période. Moi, j'ai 57 ans, j'ai connu l'extrême droite où c'était pratique, c'était comme la boîte de Port-Salut, c'était écrit dessus, quoi, on voyait bien. Ils arrivaient, ils avaient l'air grossiers et violents, ils l'étaient d'ailleurs. Certains levaient le bras dès qu'ils en avaient l'occasion. Bon, tout ça, ils ont dit, il ne faut plus. Donc, c'est l'extrême droite dissimulée. C'est notre problème. Parce que certains d'entre nous disent, ah, vous exagérez, c'est pas l'extrême droite, c'est plus ça, ça a changé. Vous ne laissez pas avoir. Donc, nous, on doit continuer à garder le cap, à expliquer que ceux qui expliquent que quand notre pays n'a jamais été aussi inégalitaire, qui s'opposent à toute mesure de justice fiscale et qui veulent détourner la légitime colère, notamment des milieux populaires, qui n'en peuvent plus, en la faisant se détourner, notamment vers nos concitoyens d'origine immigrée, parce qu'ils n'auraient pas la bonne couleur de peau, parce qu'ils n'auraient pas je ne sais trop quelle conviction spirituelle. L'extrême droite a cette fonction. C'est de capter parfois l'aspiration révolutionnaire du peuple pour lui donner une dimension contre-révolutionnaire. Donc c'est notre tâche de faire tomber cette dissimulation. Donc une droite décomposée, une extrême droite dissimulée et une gauche divisée. On a un problème qu'il nous faut résoudre. Et je plaiderai tant que je pourrai pour ça. Le poète disait « Je twisterai les mots s'il fallait les twister », et moi je plaiderai encore pour l'unité, quitte même parfois à paraître pour un doux rêveur. Mais franchement, ceux qui s'opposent à moi parfois nous présentent par contre un terrible cauchemar. Oui, l'unité. Ce soir, je suis devant vous dans un moment particulier où il va y avoir des échéances municipales. La loi fait que, pour des raisons évidemment, vous connaissez ça, de dépenses publiques, que nous sommes maintenant dans le moment où les candidats qui sont engagés, leurs initiatives électorales, doivent en quelque sorte être comptées dans leur compte de campagne, comme on dit. Donc je ne vous dirai pas exactement pour quelle liste je soutiens à Montreuil et Bagnolet. C'est pas un scoop, hein, franchement. Et je peux pas le dire. Bon. D'abord, je vous invite à aller voter. Vous avez jusqu'au 4 février pour aller vous inscrire sur la liste électorale. Mêlez-vous de vos affaires. Deuxièmement, vous avez compris dans quel état d'esprit j'ai abordé cette échéance électorale. Je suis un unitaire. Je suis pour créer de la culture d'unité. Je suis pour que nous comprenions que ces élections municipales sont la dernière échéance avant l'élection présidentielle de 2027. Et que pour moi, il n'y a pas deux mondes. L'ambiance, si je puis dire, dans laquelle ces élections municipales vont se dérouler va colorer la manière dont 2027 va se dérouler. Et qu'en 2027, c'est pas pour faire peur, comme certains le faisaient parfois, en disant « Oh, secours, il y a l'extrême droite !» qui parfois ont tellement crié au loup que peut-être certains n'y croient plus. Là, j'affirme, j'espère me tromper, les amis, mais les fachos peuvent gagner. Ils peuvent gagner, c'est pas fait. Et moi, je ne vois pas d'autre issue que non seulement d'y aller le plus fort possible au premier tour pour s'assurer d'être au second tour, mais en plus d'être sur une stratégie politique qui crée les conditions au second tour que nous puissions l'emporter face à l'extrême droite. Tout ça nécessite un minimum de discussion collective sur la manière dont on aborde les choses. La Ve République ne doit pas rendre fous les uns les autres, où certains viendraient se dire en disant « j'ai le meilleur candidat »,
Actuellement, peut-être que tu ne trouves pas terrible, mais je t'assure, hein, à l'occasion de la présidentielle, il va se révéler, il va tout déchirer. Moi, je ne mettrai pas le pays comme ça dans un tel risque. On a besoin de discuter sérieusement de cette affaire. Alors, vous avez compris, et là, vous suivez sans doute ce que j'essaie de faire, que je travaille, c'est pas évident, avec d'autres, notamment autour de la personnalité, vous vous souvenez, de Lucie Castet, dans une coalition, où actuellement il y a nos amis écologistes, socialistes, Génération, Debout de François Ruffin, le mouvement L'Après dont je fais partie, pour essayer d'aller vers une candidature commune. Nous nous réunissons encore à Tours, samedi, et sans doute, nous mettrons en place une primaire que je souhaite dynamique, rassemblant des gens. Les amis, j'ai été, vous savez, je suis franc avec vous. J'ai été en 2016 très opposé à la primaire, c'était il y a 10 ans. J'avais même écrit un bouquin, comme quoi parfois il faut se méfier de ce qu'on écrit, mais je renie rien de ce que j'ai écrit. En 2016, je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Mais j'invite chacun, plutôt que de me répondre de manière pavlovienne, que c'est même si vous trouvez ce que je vous propose un peu bancal, je leur réponds, qu'est-ce que vous proposez, vous ? Parce que si vous pensez qu'on va en sortir vainqueur en s'affrontant encore au premier tour, c'est faire prendre beaucoup de risques. Et surtout, aller expliquer aux électeurs pourquoi il était possible, la dernière fois, de se rassembler, et aujourd'hui, ça devient impossible. Là aussi, hein, je ne veux pas d'histoire. Vous savez, à l'Assemblée nationale, les groupes NFP, ils votent pareil à 90%. Et qu'on arrête de me théoriser qu'il y a des choses qui rendent les gauches irréconciliables. Cette affaire, moi, je me rappelle 1992, le traité de Maastricht. Il y en a qui ont voté non, c'était mon cas, il y en a qui ont voté oui. Il y en a même un qui a voté oui aujourd'hui, qui est dur, hein, en disant... Bon, donc il ne faut pas raconter de conneries. On a des désaccords stratégiques importants, mais il faut trouver la ligne de crête qui fait que ces désaccords stratégiques n'amènent pas à ce qu'on soit irréconciliable. J'invite notamment les plus anciens, s'il vous plaît, ne développez pas dans la jeunesse une culture qui consiste à dire hashtag plus jamais un machin. Mais je vais être plus précis. Hashtag plus jamais PS. Ça, c'est des conneries. Je le dis aux plus jeunes si vous m'écoutez. Quand l'extrême droite est à 40%, considérez que plus jamais on votera pour un parti de gauche, même si vous ne vous reconnaissez pas en lui, est totalement irresponsable. Et si vous voulez après, on prend 1 heure dans une autre salle, on va discuter de comment ça s'est passé en Italie, en Allemagne, dans les années 30, quand le mouvement ouvrier s'est affronté rudement. Ça a mal tourné. Donnez-moi un seul exemple historique où, face à la montée de l'extrême droite, quand la gauche s'est divisée, c'est la gauche qui l'a gagné. Personnellement, je n'en connais aucun. Donc il faut qu'on s'entende. Et à la limite, si ce n'est pas au premier ce que je regrettais, au moins au second. Donc mon message, vous avez compris vers qui il est dirigé, mais il est dirigé aussi peut-être vers d'autres qui considèrent aussi qu'il ne faut plus jamais s'entendre. Vous avez compris que je parlais de mes amis de la France Insoumise, d'autres qui disent plus jamais d'alliance avec LFI. Ça aussi, c'est n'importe quoi. Enfin, du moins, je ne suis pas d'accord avec cette ligne. Parce qu'elle nous amène dans le mur. Donc il faut travailler à l'unité, même si c'est difficile. Les vieux copains communistes se souviennent d'un bouquin d'Étienne Fajon, je crois, qui s'appelait « L'union est un combat ». Ben, ça reste encore un combat positif, il faut convaincre. Bon alors, je reviens à mes municipales. Je ne peux pas dire pour qui j'appelle à voter à Montreuil et Bagnolet, même si ce n'est pas un scoop, mais j'essaie de décliner ça dans les municipales. Il faut se rassembler, il faut fabriquer de la culture d'unité. On me dit, mais ici, il n'y a pas de risque de victoire de l'extrême droite. Ben justement, faisons la démonstration qu'on peut y arriver, parce que ça va aider les copains qui sont dans des villes où il y a des risques. Vous avez bien compris que j'ai moyennement apprécié ce qu'on a fait aux dernières élections législatives. Mais enfin, surtout, ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'il y a 110 militants qui sont venus, qui n'étaient pas de la Circo, pour faire en sorte que je ne sois plus député, mais qui ne sont pas allés aider notamment une femme que j'aimais bien, courageuse, qui s'appelait Rachel Keke dans le Val-de-Marne et qui a perdu face à la droite. Et que ça aurait peut-être été plus utile d'aller aider une camarade face à la droite que de venir s'affronter ici pendant des semaines et des semaines, qui a fabriqué qu'une culture de division et de haine, etc., qui ne sert à rien. On pourrait faire pareil à Montreuil et Bagnolet. On pourrait se dire, bon, on est des villes de gauche, il y a une menace d'extrême droite, on va faire ça proprement, et puis s'il y a des énergies militantes, on va aller aider des communs. Et il en existe dans le département. J'étais l'autre jour à une soirée autour de notre ami Oussouf à Aulnay, ou chez Béchiza, qui est un homme de droite dure. On pourrait aller aider nos camarades à l'emporter dans ce genre de ville. Je cite ça parce que je l'ai en tête. Donc c'est dans cet état d'esprit que j'aborde les choses, avec responsabilité. Donc vous avez compris ce vers quoi je veux vous amener. Alors je termine. Oh là, j'ai été long. Et j'espère que vous avez suivi. Dans tout ça, mon rôle de député. Bon, j'essaie d'être utile dans ce moment très particulier. J'essaie de jouer un rôle un peu national dans la discussion que je viens de vous poser. J'ai la chance d'avoir accès aux médias, voilà la parole que je porte.
Je pense que ça fait partie de mon boulot de député. Un député, il est national. Le boulot municipal, c'est Patrice, Tony qui en ont la responsabilité. Il y a des tas de choses. Et je ne confonds pas le rôle qui est le mien. Toutefois, et je vais les saluer à ce moment-là, l'équipe, j'aurais dû commencer par là, mes collaborateurs travaillent d'arrache-pied pour essayer d'être à l'écoute. Vous pouvez les applaudir quand je cite leur nom. Comme député, on essaie d'être utile à tout ça. Nous solliciter sur des mobilisations, etc. On essaie de faire le job. Si on ne le fait pas assez bien, eh bien faisons-le. On intervient souvent en direction de la préfecture sur les problèmes administratifs de papier, en direction des problèmes de logement, pour saisir la mairie. On fait ce travail. C'est notre boulot, c'est notre honneur, mais vous savez bien que c'est, comment dirais-je, pas pour ça qu'un député est élu. Un député, il est élu pour être à l'Assemblée nationale, pour participer à des questions, à des débats nationaux et sur la question de la loi. Dans quoi je me suis engagé dernièrement, même si, vous le savez, j'ai notamment fait beaucoup d'interventions sur différents sujets, j'ai essayé d'en balayer quelques-uns. Je suis je serai très présent dans un débat qui va avoir lieu sur un texte de loi d'initiative gouvernementale assez scandaleux. Le débat va s'ouvrir prochainement sur la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Le titre est une arnaque. Il veut lutter contre la fraude fiscale et sociale. Il n'y a quasiment rien sur la fraude fiscale. C'est qu'un texte pour taper la fraude sociale, qui, paraît-il, est un problème, à savoir aller traquer chaque fois qu'il y aurait un pauvre bout qui peut-être aurait fait une erreur pour essayer de le frapper très rudement. J'ai également, et mon équipe, travaillons à un projet de résolution sur la maltraitance institutionnelle. Nous avons fait quelques auditions avec des associations de la circonscription ou ailleurs. Qu'est-ce que j'appelle la maltraitance institutionnelle ? C'est le fait que beaucoup de nos concitoyens, parce qu'ils ne sont pas à l'aise face à des démarches administratives qui nécessitent parfois d'utiliser un ordinateur, notamment, ils ne savent pas bien faire, c'est compliqué, ils ne connaissent pas leurs droits. Quand ils se tournent vers une administration, en raison des différentes politiques RGPP qui ont été menées, il n'y a plus assez de personnel pour leur répondre, bref. Savez-vous que dans ce pays, il y a près de 30% des gens qui devraient bénéficier du RSA, mais qui n'en bénéficient pas parce qu'ils n'en font pas la demande, tout simplement. Tout simplement. Et beaucoup d'autres problèmes de ce type. Je me suis investi dernièrement dans un sujet qui peut vous sembler, comment dirais-je, original, encore que, ce qui s'est passé suite au cambriolage du Louvre. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, cette histoire, et comme une espèce de grande parabole de ce qu'est le macronisme. Emmanuel Macron, ça commence au Louvre, vous vous en souvenez, en 2017. Et j'ai trouvé que finalement, derrière ce cambriolage, au-delà de l'aspect crapuleux, c'était un peu aussi la fin du macronisme. Parce que c'est quoi le cambriolage du Louvre ? Et je suis donc rapporteur d'une commission d'enquête et actuellement je consacre beaucoup de temps là-dessus. Au-delà du fait, je fais la parenthèse que le Louvre, c'est aussi 2200 personnels qui travaillent au Louvre, qui sont mobilisés et je suis à leur côté parce qu'ils sont particulièrement mal payés, maltraités et qu'ils accueillent de plus en plus de monde. Mais je reverse ça. C'est qu'on découvre aussi à cette occasion, et encore aujourd'hui, c'est un des derniers éléments qui est tombé dans la presse, qu'il y avait même un rapport de la préfecture de police qui prévenait, suite, vous savez, le rapport Van Cleef et Arpels, que vous avez peut-être vu, qui prévoyait en 2018 que le cambriolage était possible en passant par le balcon, il écrivait exactement ce qui va avoir lieu. Et rien n'a été fait, ou pas assez. Et la préfecture de police aussi a alerté des dangers. En même temps qu'il y a tout ça, et que la direction en place ne prend pas de mesures, par une sorte de fait du prince, une manifestation de l'hyper-présidentialisme de la Ve République, Emmanuel Macron a annoncé, c'était il y a un an, tout juste, dans une conférence de presse, que le projet Louvre Renaissance allait arriver et que prochainement, le Louvre qui accueille actuellement 9 millions de visiteurs allait en accueillir 12 millions, voire même 15 millions. Et que ce projet Louvre Renaissance, vous savez quoi ? Il coûtera 666 millions d'euros. Et je suis membre de la commission culture de l'Assemblée nationale et je connais, quand j'évoquais les amis de la culture, toutes les difficultés du secteur culturel et on découvre à l'occasion de quelque chose qui n'est discuté nulle part, qui n'est pas abordé dans le cadre des débats parlementaires, que le président de la République a décidé que pour son musée et le prestige qu'il peut avoir, 666 millions d'euros allaient être investis pour que le Louvre, qui d'ores et déjà craque avec des personnels qui n'en peuvent plus, avec 30% des salles qui ne peuvent pas être visitées, va encore plus
augmenter la jauge de ce musée. Et c'est dans ce cadre-là que se déroule ce cambriolage. Je referme ma parenthèse, mais je trouve ça très intéressant quand on fouille les choses, pour voir de quelle manière un outil pareil, c'est magnifique ce musée. En plus, c'est la Convention et la Révolution française qui a décidé d'en faire un musée. Mais derrière ça, il y a aussi quelque chose de très révélateur par la manière dont le pouvoir public a pris les choses. Les amis, voilà le cadre dans lequel j'agis. Difficile, la tâche est immense. Nous sommes dans une année très importante. Je vous invite, je l'ai évoqué, à vous mêler de vos affaires, à faire en sorte que le paysage sombre que je viens d'avoir lieu soit totalement démenti et que quand vous me reverrez ou l'année prochaine, si on se revoit, puissiez dire en fait ça s'est pas du tout passé comme prévu et tout va bien. Il y a un seul acteur qui pourra faire en sorte que ce que j'ai annoncé ne se déroule pas tel qu'on peut le craindre. C'est le peuple. Si les gens s'en mêlent, 43, 44, 45 millions d'électeurs, si notamment ceux qui sont parfois les plus victimes des politiques publiques, les milieux populaires qui ont pour caractéristique, et on peut le comprendre, de moins se rendre aux urnes parce qu'ils sont lassés, dégoûtés, épuisés, c'est à eux d'être particulièrement vigilants sur ce qui est en train de se passer. Je vous ai dit, les élections municipales sont votre affaire. Écoutez les programmes, écoutez les candidats, allez voter, vérifiez que vous êtes inscrits sur une liste électorale. Soyez des citoyens, des citoyennes. Sans vous, rien n'est possible. Avec vous, tout est possible. Et en 2027, si ça a lieu en 2027, c'est l'avenir du pays qui aura lieu. J'ai voulu vous alerter par ces vœux, mais j'ai la conviction profonde que nous sommes un grand pays, où il y a d'immenses disponibilités à la justice, où nous avons tous été éduqués dans l'idée qu'une grande révolution avait mis fin à une monarchie multicentenaire injuste, où une aristocratie captait les richesses. Nous avons vu avec fierté comment ces élus aux États généraux ont décidé de refuser les décisions arbitraires du roi et ont donné naissance à une révolution qui a été vue dans le monde entier. Suis-je cocardier en disant cela? J'espère pas. Mais tout de même, je crois qu'il y a une identité politique de notre pays très particulière, qui fait que nous sommes un pays regardé. Rien n'est perdu. Quand j'évoque la menace de l'extrême droite, je répète qu'il y a 43 à 44 millions d'électeurs dans ce pays et que l'extrême droite a rassemblé au mieux 12 millions d'électeurs, ce qui est déjà trop. Mais il y a des réserves pour faire mieux. Mais chacun d'entre nous doit ouvrir un chemin d'espoir par des choses qui donnent confiance, qui donnent envie de se regrouper. Je vous ai dit tout à l'heure quelle est ma ligne de conduite. Portons un programme qui change la vie vraiment, fidèle notamment à la base du programme qui nous a rassemblés en 2022 et 2024. Je l'ai décrit devant vous. Oui, la tâche de la gauche et des écologistes, si nous arrivons en responsabilité, sera de mettre en place des mesures de justice fiscale pour un partage des richesses, pour de nouvelles recettes, afin de permettre que nous puissions vivre mieux. C'est possible. Jamais notre pays n'a été aussi riche et jamais la répartition des richesses n'a été inégalitaire. Oui, il faudra prendre à bras-le-corps des mesures de rupture avec ce modèle économique de prédation pour des mesures écologiques, vraiment. Parce que c'est indispensable, parce que c'est la vie elle-même qui est en jeu. Oui, il faudra libérer le peuple de ce carcan que constitue la Ve République. Parce qu'il n'est pas vrai que c'est en remplaçant le monarque qu'on réglera nos problèmes. L'enjeu de la prochaine élection, ça n'est pas de savoir qui sera, ou du moins le peuple n'a pas à rechercher qui sera son prochain souverain, mais de s'assurer que le prochain souverain qui sera issu du vote de 2027, ce soit le peuple. Et ça n'est pas la même chose. C'est la raison pour laquelle il faut en finir aussi avec les pensées toxiques du grand homme ou de la grande femme qui va régler nos problèmes. Voilà pourquoi je suis un unitaire, un collectif, un homme qui pense que c'est par la discussion, l'assemblage de forces, qui parfois ne sont pas d'accord, que nous arriverons à avancer. Rappelez-vous la chanson, ce vieux chant, « Il n'est pas de sauveur suprême, etc., etc. » Si nos camarades du 19e siècle le chantaient, c'est que déjà cette affaire
était posée. C'est dans cet état d'esprit. Si le peuple se rassemble en voyant que ce que nous portons, c'est des choses qui vont changer la vie, que ce que nous portons est atteignable, que celles et ceux qui marchent devant créent les conditions que nous nous regroupions tous et que nous ne cherchons pas seulement à délimiter un précaré de radicaux, mais que des femmes et des hommes qui, même par le passé, n'ont pas nécessairement voté pour notre camp, mais se disent « Oui, ok, je me reconnais parce qu'ils ont raison ». Eh bien, tout est possible, vraiment. Je vois une roue de l'histoire qui tourne dans le mauvais sens. Voilà, on peut s'en sortir. Les amis, si vous êtes venus si nombreux, si vous avez pris le temps de m'écouter, c'est que je crois que vous partagez cela. C'est magnifique. Merci les amis. Vive Montreuil. Vive Bagnolet. Vive la France. Et surtout, vive la République. Merci à tous. On va, à partir de là, partager le verre de l'amitié et sachez vraiment que je vous remercie vraiment d'être venus si nombreux. Merci à tous.